Web Créateur, épisode 47. Wouhou! Bienvenue sur Web Créateur, le podcast des entrepreneurs qui préfèrent créer un business profitable sur Internet, au service de leur vie, plutôt que d'être enfermés dans une boîte. Et maintenant, votre présentateur, Vanak Tok. Hey, salut à tous les Web Créateurs, j'espère que vous allez bien. On est en plein milieu de l'été 2019, il fait chaud, très très chaud en ce moment, mais j'espère que vos business vont bien avant de partir en vacances, ou alors peut-être que vous êtes déjà en vacances et pour le coup, profitez bien de cette période pour recharger les batteries, c'est important. Aujourd'hui, je fais un épisode un petit peu spécial puisque j'ai un invité que je vais interviewer un petit peu comme d'habitude entre guillemets, mais le truc c'est que je suis aussi accompagné de mes transfopreneurs. Comme vous le savez sûrement, ce sont les personnes que j'accompagne sur une année dans le développement de leur business. Et aujourd'hui, on va interviewer Pascal Despo. Et Pascal est quelqu'un que j'adore, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques mois seulement dans le cadre d'une immersion pour développer son activité. Et donc Pascal est un spécialiste de la vidéo. Il est un véritable spécialiste et passionné, comme vous allez pouvoir l'entendre tout au long de cet épisode, puisque Pascal a travaillé, ou travaille même encore, dans le milieu du cinéma. Donc vous comprenez bien que tout ce qui est photo et vidéo, ça le connaît bien. C'est un passionné de tout ce qui est matériel, c'est un passionné de tout ce qui est outils réels et virtuels, puisqu'on va parler aussi d'applications et de logiciels de montage vidéo. Donc c'est vraiment un épisode tout spécial, puisque je suis pas tout seul à interviewer Pascal, mais je suis donc accompagné de mes transfopreneurs. Vous allez le voir, l'épisode va être disponible à la fois en audio pour les personnes qui m'écoutent habituellement sur les logiciels de podcast, mais également en vidéo pour les personnes qui voudraient avoir du coup l'enregistrement, le replay vidéo de cet enregistrement, de cette interview sur la chaîne YouTube Web Créateur Associé. J'avais déjà fait cette expérience entre guillemets lorsque j'avais fait l'interview de Maria Hanel sur l'EFT. Donc il y avait la partie audio disponible sur le podcast, sur les plateformes de podcast habituelles, Deezer, Spotify, Apple Podcast ou n'importe quelle application sur Android. Et puis il y avait eu un épisode vidéo sur la chaîne YouTube Web Créateur, tout simplement parce que ça se prêtait bien pour Maria, puisqu'on avait fait des exercices en face à face entre guillemets, et avec Pascal ça va être aussi le cas donc sur la chaîne YouTube. On va parler de pas mal de choses avec Pascal et pour le coup je vous invite vraiment à limite prendre des notes sur si ce sont des choses qui vous intéressent, sachant que comme d'habitude il y a le résumé sur le site associé, donc webcreactor.com/WCA047, puisque c'est le 47e épisode de la saison. Je vous laisse sans plus attendre avec Pascal Despo et tous mes transfopreneurs pour cette interview et je vous dis à tout à l'heure. Ok, c'est parti. Salut à tous. Donc on est avec Pascal Despo. Despo, comment ça se prononce ? Ça se prononce Despo. Despo, ok, Pascal Despo. Tout simplement. Donc Pascal, tu nous fais l'honneur d'être avec nous aujourd'hui dans le cadre d'une masterclass avec les transfopreneurs. Pascal, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques minutes avant de démarrer sous format interview ? Bien sûr. Alors, j'ai 35 années à peu près d'expérience dans le monde de l'image, donc photo, film, réalisation de films, accès, société, publicité, un peu de fiction. Depuis à peu près 7 ans, je forme des professionnels, c'est-à-dire que j'ai travaillé avec les Lapins Bleus et aujourd'hui, je suis un formateur encore à l'INA, donc à l'Institut National de l'Audiovisuel. J'ai comme clients des gens comme France Télévisions, comme des boîtes de prod, comme des photographes qui passent à la vidéo, ou alors des personnes qui se mettent à travailler la vidéo pour leur communication, puisque maintenant beaucoup de choses se passent à travers les réseaux et les chaînes YouTube.
Voilà. Et depuis moins d'un an, j'ai créé un programme qui s'appelle Nomade, qui en fait est là pour aider les entrepreneurs et les infopreneurs à réaliser des vidéos professionnelles et de sortir un peu du côté amateurisme. Puisqu'en fait, quand on est professionnel dans son domaine, faire des vidéos amateurs, ça donne une connotation qui n'est pas très sérieuse. Hein, et même si on ne vous demande pas de faire des vidéos, des films de cinéma, ça n'a pas d'intérêt. C'est pas le but. Hein. Quand les gens veulent aller au cinéma, enfin quand ils veulent voir un film de cinéma, ils vont au cinéma. Hein, en ce qui vous concerne, ce qu'ils veulent savoir, c'est du contenu, mais ils s'attendent tout de même à voir quelque chose qui donne un résultat qualitatif, un résultat professionnel en tout cas. Si vous communiquez d'une manière amateur, vous avez facilement une connotation amateur, même si dans votre domaine, vous êtes très, très pro. Quoi. Voilà. Okay. J'aide les infopreneurs à faire ça parce que souvent, la première erreur, c'est que quand les personnes commencent à se dire qu'il faut qu'ils se détachent un peu de la concurrence, parce qu'il y a de plus en plus de monde, et quand les personnes veulent professionnaliser, je dirais, un peu leur film, ils pensent qu'il faut faire des choses très, très compliquées. Alors qu'en fait, chez les professionnels, je vois ça à l'INA, je vois ça partout, les professionnels, c'est exactement l'opposé. C'est-à-dire, c'est ce que je vais te poser. Ça, c'est la question, c'est l'erreur la plus courante que tu vois parmi les infopreneurs. Ah oui, c'est l'histoire de dire bon, on va faire un truc très très compliqué pour faire pro. Alors que les pros, eux, ce qu'ils cherchent, c'est comment faire le plus simple possible, parce qu'ils n'ont pas de temps et ils ont souvent des budgets limités, et donc ils essayent toujours d'avoir quelque chose de propre, mais le plus simple possible. En fait, c'est une erreur de penser qu'une vidéo pro, c'est une vidéo compliquée avec des choses très complexes. Parce que souvent, en plus, quand on n'a pas l'expérience ou le matériel, on fait quelque chose d'à moitié réussi. Okay. Sauf que quand c'est à moitié réussi, c'est aussi à moitié raté. Voilà. Okay. Donc, alors qu'il vaut mieux faire quelque chose de simple, parfaitement maîtrisé, parce qu'une vidéo, en fait, qui est propre, où on vous voit, où vous êtes net, avec un bon son, où vous n'avez pas une tête de schtroumpf tout bleu, ben, voilà, ça fait le job, hein. Okay. Voilà. Donc, j'ai créé un programme qui va dans ce sens-là et qui reprend, je dirais, la pédagogie qu'on a en formation professionnelle. C'est-à-dire qu'au mieux de dire aux gens, vous faire voir quelque chose de tout simple, tout automatique, c'est pas possible. L'automatisme, ça marche, mais parfois ça marche pas du tout. Okay. Pour faire des vidéos, il faut quelque chose qui soit constant en qualité. Et donc, comme en formation pro, on commence par travailler les notions de base de la vidéo. Parce que quand vous avez des notions de base, voilà, c'est tout. Vous pouvez plus vous planter. Après, on va plus loin, on explique ce que c'est qu'une vidéo de vente, comment on peut donner de la dynamique dans du montage, enfin bref, tout le reste d'une formation pour aller loin. Mais je dirais que la première étape pour moi, l'étape vraiment capitale, c'est d'arriver à avoir des notions de base. C'est un peu comme la construction d'une maison. Vous pouvez pas faire une maison si vous n'avez pas des fondations solides. Okay. Voilà, quoi. Et donc, c'est exactement pareil en vidéo. Et pour la petite histoire, je dirais que c'est une chose amusante parce que si je pense comme ça, par exemple, le dernier coaching que j'ai fait chez France Télévisions, qui était pour le lancement de la chaîne France Info. Ouais. Et donc, ils avaient, sur un des coachings, ils avaient rentré des jeunes qui venaient sortir d'un BTS, donc ils avaient quand même des connaissances, voilà. Et je me suis dit, moi-même, premier jour, le démarrage, je me dis, bon, allez, on reprend les notions de base. Et moi-même, je me dis, attends, Pascal, ils sont jeunes, ils sortent d'un BTS, je vais leur refaire des notions de base. Mais je me dis, non, c'est comme ça qu'on doit faire. Et donc, hop, re-notion de base. Et j'ai un jeune qui était là alors qu'on parlait, alors, on va pas parler de ça maintenant parce que c'est un niveau quand même un petit supérieur qui est le sous-entonnotage chromatique pour la télé. Bon, toujours est-il que pour eux, normalement, ça devrait être vraiment, c'est la base pour diffuser. Et j'expliquais ça et j'ai un jeune qui me regardait et qui m'a dit, mais, waouh, maintenant, ça y est, j'ai compris parce que j'ai jamais réussi à comprendre. Et je me suis dit en moi-même, tu vois, même quand tu crois que tout est acquis, il peut manquer comme ça une petite pierre, un petit élément, qui perturbe tout. Donc, les notions de base, c'est vraiment ce que vous devez acquérir. Et c'est pas très compliqué, hein. C'est pas 500 trucs à connaître, hein, en fait, au final. Hein. Il faut que vous appreniez ce que n'est qu'une définition pourquoi, faire de la HD ou de la 4K, comment on règle son micro, enfin voilà, comment on fait une composition, une base d'éclairage. C'est toutes des petites choses. Et à partir de là, vous êtes totalement libre de pouvoir produire des vidéos propres. Voilà. Ok. Alors, je reprends au début. Je suis un infopreneur qui veut me lancer. J'y connais rien en vidéo. C'est quoi la première chose que je devrais faire? La première chose en termes d'équipement, en termes de, je me pose des questions sur, je sais pas quoi acheter. Je sais pas comment tourner les vidéos. Oui. C'est quoi le premier truc que je dois faire? Et tu vas peut-être me dire, faut acheter la formation de Nomade de Pascal. C'est pas une mauvaise idée. mais à part ça, je dirais que la première chose, déjà,
Il faut pas vous plonger dans le fait de vouloir acheter une grosse caméra, etc. En fait, la première erreur aussi que je vois, c'est des gens qui commencent à acheter un matériel un petit peu coûteux et ils pensent parce qu'ils ont acheté une caméra qu'ils vont pouvoir faire des films. Or, faire un film, c'est tout le temps, pour être clair, c'est tout le temps un matériel d'acquisition, donc une caméra, mais aussi des accessoires autour. Donc, il est beaucoup plus malin d'avoir simplement un téléphone, mais de prendre des accessoires qui vous permettent d'avoir un setup qui fonctionne, que de tout mettre dans un appareil, un GH5, autre chose, en n'ayant plus de budget pour vous acheter, par exemple, un micro, une source d'éclairage. Vous n'avez pas besoin d'acheter 3 sources d'éclairage. Là, par exemple, je suis arrivé dans mon appartement à Paris, il n'y a pas beaucoup de lumière, j'ai mis une source d'éclairage devant moi, bon, puis voilà, c'est terminé. Donc, une seule source d'éclairage, mais il vous faut une source d'éclairage, un micro correct et un téléphone. Les téléphones aujourd'hui sont capables de délivrer des images incroyables. À titre d'exemple, je vous dirais je connais déjà 5 réalisateurs qui ont fait des longs métrages avec des téléphones. Ah, des longs métrages, parce que du coup, te connaissant un peu, j'allais te dire que toi, tu avais fait un making-of avec juste un iPhone. Je m'attendais à ce que tu dises ça, en fait, que tu prennes cet exemple. Non, des longs métrages. Ok. Soderbergh, qui est quand même un des plus grands réalisateurs américains, qui a fait Traffic, Ocean Eleven, enfin plein, a fait un film qui s'appelle en français Paranoia, Unseen. Ça a été fait avec un iPhone 7. Quand on voit la qualité des images des dernières générations par rapport à un iPhone 7, il a fait un long métrage. On va dire, ah oui, c'est un petit long métrage. Non. C'est un long métrage avec un grand studio derrière. Par exemple, dedans, il jouait un petit acteur qui s'appelle Matt Damon, quoi. Un tout petit acteur qui ne doit pas coûter cher. Il ne doit pas coûter cher le contrat par rapport à un téléphone. Et ben, il l'a fait au téléphone. Voilà. Donc, il a fait une chose. Bon, on rentre vraiment du côté cinéma, donc ça sort un peu. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'à chaque fois qu'on a des caméras différentes, on a des résultats. Par pas la qualité de l'image, on a un résultat différent sur les jeux des acteurs. Par exemple, par contre, pour vous, ça vous touche vous. Si vous faites une interview, par exemple, d'une personne avec une grosse caméra, certains se sentiront à l'aise, d'autres se sentiront pas automatiquement à l'aise parce que c'est gros, c'est tout un machin, voilà. Alors que vous allez faire la même interview avec un simple téléphone, les gens vont être beaucoup plus vrais dans leurs propos parce que ils sentiront aucune pression de la caméra. Voilà. Donc c'est, par exemple, c'est juste voilà. Mais sachez que les téléphones sont capables de délivrer des très bonnes images. L'erreur, c'est que les gens pensent toujours au côté selfie vidéo. C'est-à-dire, on prend le téléphone, on met vidéo et on appuie. Non, c'est pas ça qu'on fait. On va utiliser des applications qui vont nous donner la main et qui vont vraiment nous transformer notre téléphone en fait en caméra de cinéma. Ok, parce que c'est ça, c'est pas juste prendre ton iPhone ou. D'ailleurs, tu conseilles forcément iPhone ou est-ce que on peut faire des choses tout à fait convenables? Pas du tout. Oui. Pour moi, le meilleur téléphone pour faire un film aujourd'hui, c'est un Google Pixel 3. Ok. Voilà. Après, c'est en effet l'iPhone XS Max, c'est celui que j'ai moi. Mais en niveau qualité d'image, le Pixel 3, c'est. Ok. Et après, ce qui va faire la différence, c'est les applications que tu rajoutes derrière. Et les applications, en effet. En fait, les applications, c'est pas que ça. Oui, ça va faire la différence. C'est-à-dire qu'en fait, surtout, sans application, on ne peut pas, je dirais, régler le téléphone pour qu'il tourne comme une caméra. Donc, on fait du selfie. Voilà. On peut pas régler la cadence, on peut pas avoir la main au niveau de l'audio sur des réglages manuels, on peut pas. Enfin, bref, on peut pas travailler comme si on avait une caméra. Alors, parfois, ça marche. Hein. Plus ça va, plus les applications internes des téléphones sont capables de délivrer des belles images. Mais le seul problème de l'automatisme, c'est que ça marche pas. Ça dépend. Voilà, ça dépend des conditions. Or, vous êtes un professionnel parce que vous êtes des professionnels dans votre domaine. Vous pouvez pas vous permettre de faire un film en vous disant peut-être que ça marche, peut-être que ça marchera pas. C'est pas possible. Ça. Voilà. Donc l'APP. Alors, je vous donne tout de suite des références. Hein, pour la référence pour tout le monde, c'est Filmic Pro qui marche sous iPhone et sous Android. Redis. Après, on a d'autres applications. Est-ce que tu peux répéter le nom de l'application? Oui, bien sûr, Filmic Pro. Je peux vous le mettre d'ailleurs dans les commentaires, tout simplement, si vous voulez. Ok. Donc en parallèle, donc pour ceux qui rejoindraient l'épisode de podcast maintenant, on est dans le cadre de Transfopreneur, c'est-à-dire que je fais l'interview avec Pascal, mais il y a également une petite dizaine de personnes là qui sont qui assistent en direct à l'interview et qui vont avoir la possibilité donc de poser leurs questions en direct. Et donc Pascal nous partage Filmic Pro, Moment App. Ouais, Moment, c'est une application qui marche Android et iPhone. Okay.
compte, c'est Mavic ou Mavis? Mavic. Mavic, c'est Mavic ou Mavis? J'ai un petit doute. Non, je crois que c'est Mavic. Mavic. J'ai un doute. J'ai obligé de regarder sur le mien. En fait, cette application-là ne fonctionne que sous iPhone. Voilà. Ok. Voilà. La différence, je dirais, à ce niveau-là entre Mavis, donc voilà, j'ai bien eu un doute, c'est Mavis et non pas Mavic. Avec un S. Okay. Ouais, Mavis, ouais, avec un S. En fait, la différence de l'iPhone et de l'Android, les Google Pixel 3 en particulier, sont extrêmement puissants. Mais la différence, par contre, l'iPhone va vous permettre une chose qui est quand même exceptionnelle avec Filmic, pardon, c'est que si vous avez un iPad, vous avez ce qu'on appelle un Filmic Remote, ce qui vous permet de contrôler votre téléphone depuis l'iPad, avec un retour caméra. Alors bien sûr, c'est très très utile parce que lorsqu'on veut se filmer avec un téléphone, on utilise toujours l'objectif qui est derrière. Qui est derrière, ouais. Donc on n'a pas le retour de l'écran. Vous n'avez pas le retour caméra, voilà. Ouais. Vous n'avez pas le retour caméra. Et en plus, vous avez, je dirais, tous les réglages possibles depuis l'iPad. Donc ça, c'est vrai que c'est sympa. Mais bon. À titre indicatif, du coup, là, ce sont des applications qui sont payantes, j'imagine. Oui, mais c'est des applications qui valent 20 €, quoi. Ok. Ouais, donc c'est cher pour une application par rapport à ce qu'on connaît habituellement, mais par rapport aux outils pro que ça vaut largement la peine. C'est ça, voilà. Voilà. Surtout que, alors, vous avez dans Filmic, vous avez, je sais plus, elle doit valoir 20 €, 18 €, dans ces eaux-là. Okay. Et vous avez, quand vous l'achetez, vous avez la possibilité de prendre un bundle avec le Cinematographer Kit, qui peut être intéressant, mais là, je dirais que c'est intéressant si en effet vous venez dans une formation comme la mienne pour qu'on vous apprenne à vous en servir, parce que sinon c'est peut-être un peu plus. Mais on va dire qu'en ayant ce petit supplément, ça vous ouvre des portes sur des réglages au niveau de la qualité de l'image qui demandent, si vous voulez, de la post-production. C'est pour ça qu'il faut quand même être un peu formé. Par contre, ça augmente encore votre potentiel au niveau de la qualité de l'image, quoi. Okay. Évidemment que toutes les personnes qui tournent avec des téléphones pour faire des courts-métrages ou des longs-métrages utilisent le Cinematographer Kit de manière à être dans des fichiers. Alors bon, c'est un peu technique, des fichiers log ou flat, c'est-à-dire des images qui sont pas au niveau qualité, qui ne sortent pas utilisables tout de suite, mais qui vous donnent plus de souplesse en post-production pour faire des belles images. Voilà. Okay. Mais franchement, déjà, à la base Filmic, c'est plus la même chose. Si vous utilisez un logiciel Filmic, Moment aussi, ou Mavis, et que vous le réglez correctement, vous n'êtes plus dans le même monde que vos selfies. Hein. C'est un autre monde. Voilà. J'ai une question de Pierre qui concerne, je pense, ton anecdote là avec Soderbergh tout à l'heure. Ouais. Pourquoi faire ce choix de faire un long métrage finalement avec un iPhone? Est-ce que tu penses que c'est par défi, pour le fait que ça soit nouveau? Est-ce que c'est de l'art? Est-ce que Soderbergh, il faut savoir, c'est un très grand réalisateur. Il fait des très 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 grands films et c'est une personne qui n'arrête pas de tester des choses. C'est-à-dire qu'il fait un film très classique, traditionnel, qui fait beaucoup d'argent, et après il fait un film plus personnel où il teste des choses. Donc déjà, et il a fait une chose, il a fait une interview d'ailleurs là-dessus, parce que bien sûr, beaucoup de monde professionnel du cinéma, bien sûr, il m'a dit mais pourquoi faire un film avec un iPhone quand on a un gros studio et qu'on peut avoir un camion de caméra, pourquoi le faire avec un iPhone? Ben en fait, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il a fait, les caméras qu'il a fait, il n'aurait pas pu le faire avec une grosse caméra. Les gens ne se rendent pas compte, c'est-à-dire que bon, vous n'avez pas pu le film, mais bon, il y a des scènes où l'actrice tient le téléphone dans des petits endroits ou des choses, où il y a une espèce de proximité. Voilà, de proximité. Bref, une esthétique de l'image qui est vraiment en rapport avec la caméra. Donc il l'a fait, et c'est vrai que le film qui est assez angoissant d'ailleurs, on a l'impression que cette caméra, elle est collée à la personne, quoi. Okay. Et voilà, donc c'est un peu particulier. Donc c'est des choix pour un réalisateur. Le matériel, ce sont des outils. C'est pas un choix. Je veux pas filmer avec telle ou telle chose. Si on prend tel ou tel équipement pour avoir tel ou tel résultat, quoi. Voilà. Et je dirais que pour vous, c'est un petit peu la même chose d'une certaine manière. Il faut pas vous arrêter au fait que pour faire une vidéo, il vous faut un Canon, il vous faut ceci, il vous faut cela. Ça n'a aucune importance. La différence, en fait, de matériel et de qualité de matériel, je dirais, c'est plutôt qu'une caméra comme un gros caméscope va se permettre de pouvoir tourner dans des conditions de lumière, je dirais pas médiocres, mais moyennes, il s'en sortira, là où un téléphone a besoin de meilleures conditions parce que, comme on a un petit capteur, on est moins souple en post-production pour rattraper des problèmes. Voilà.
C'est-à-dire que quand vous filmez avec un téléphone, vous devez très très bien régler votre téléphone pour pas perdre de qualité à l'acquisition. Parce que en post-production, vous aurez du mal à récupérer une qualité, voilà, vous n'avez pas de souplesse. C'est ça. Mais à partir du moment où vous vous mettez dans des bonnes conditions, le téléphone, ça fait, voilà, c'est l'outil, c'est l'outil. Ok. Donc, je reprends mon exemple de, je suis un infopreneur débutant. Ok, Ouais. j'ai compris le message. Je peux me servir que de mon smartphone. J'ai pas besoin d'avoir une vraie caméra. Donc, je m'équipe d'un des outils là que tu as cité, par exemple Filmic Pro. D'accord, oui. Est-ce que j'ai besoin d'acheter? Donc, tu as parlé tout à l'heure de lumière. Donc, j'ai besoin d'avoir au moins une softbox. Alors, ça va dépendre un peu de ce que vous faites. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je vois dans mes stagiaires, il y en a qui sont très nature, etc. Et eux, en fait, ce qu'ils ont envie, c'est de filmer en extérieur parce que ça colle Avec la lumière naturelle, d'accord. On va sortir un petit peu du côté outil. On va sortir que quand vous devez faire des vidéos, il faut pas être dissonant. Ça veut dire que vous devez savoir dans quel domaine vous êtes. Il est clair que si jamais votre truc, c'est par exemple, je jardine, pourquoi allez vous enfermer dans une pièce avec un éclairage? Ça me paraît logique d'aller faire ça dans le jardin. Et auquel cas, votre lumière, ce sera peut-être plus la même problématique. Vous aurez d'autres problèmes qui seront que vous aurez besoin de filtres de manière à calmer justement cette lumière violente qui arrive par le soleil, qui est la meilleure lumière au monde, mais qui est quand même extrêmement péchue et puissante. Voilà. Donc, vous voyez, vous rentrez dans une autre problématique. Si jamais votre truc à vous, c'est, je sais pas, je dis n'importe quoi, c'est la cuisine, eh ben, il va falloir mettre un éclairage un peu sympa dans votre cuisine parce que vous allez avoir envie de pratiquer dans la cuisine pour que vos clients, vos stagiaires, vos abonnés rentrent dans ce milieu, rentrent dans cette ambiance. Moi, par exemple, sur ma chaîne, j'ai un fond gris neutre. Il n'y a rien dessus. Donc là, je suis purement en studio. Je joue sur aucun petit. Je crée pas d'ambiance pour que les gens se focalisent sur moi et que ça reste extrêmement neutre et plat. Mais c'est un choix d'esthétique, c'est un choix de communication. Donc j'ai envie de vous dire que oui, normalement il vous faut de la lumière, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Quel est votre ton? Si votre ton à vous c'est d'être en extérieur, peut-être que j'irai vers d'autres types d'investissements. Si votre ton à vous c'est d'être chez vous dans votre salon, dans ces cas-là, alors qu'est-ce qu'il faut pour que dans mon salon j'ai de bonnes conditions de tournage? Voilà. Et alors, pour t'avoir côtoyé un petit peu il y a quelques temps là, j'ai eu la chance de voir un petit peu ton matériel. Est-ce que tu conseilles pour quelqu'un qui débute d'avoir une optique supplémentaire, d'avoir c'est quelque chose qui te paraît indispensable pour avoir une belle qualité d'image? Indispensable, mais je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez voir que c'est tout bête. En fait, les téléphones ont des superbes objectifs. C'est pas le débat. Mais là, c'est purement un problème de perspective. C'est-à-dire que si, par exemple, là, je suis en plan assez serré, c'est un gros plan d'ailleurs, si on prenait cinéma, ça s'appelle un gros plan. En gros plan, si vous voulez faire ça avec votre téléphone, vous allez être obligé d'approcher votre téléphone à genre 60 cm de votre tête. Et vous allez avoir la tête déformée. C'est un problème de perspective. Pour être valorisé à l'écran, il faut que vous soyez au moins, je dirais, à 2,50 m par là, 2 mètres, 2,50 m du téléphone. Si vous mettez votre téléphone à 2,50 m, vous êtes tout petit dans l'image. C'est aussi simple que ça. Alors maintenant, on a des téléphones qui ont plusieurs objectifs. Donc à la base, ça paraît une super bonne idée. Sauf que techniquement, quand vous avez, par exemple, je vais prendre mon téléphone. Donc le DC, je vais prendre mon iPhone. Eh bien, il a bien deux objectifs. Mais l'objectif qui est télé, derrière, c'est un capteur qui est beaucoup plus petit, donc moins de bonne qualité que le capteur qui est derrière le grand angle. Donc, en réalité, si je veux bénéficier de la qualité maximale du téléphone, je vais mettre un complément optique sur le grand angle pour avoir en fait quasiment l'équivalent de l'autre d'ailleurs, hein, et ça va me permettre de pouvoir reculer mon téléphone pour être plus beau à l'image, plus valorisé. Voilà. En plus de ça, en mettant un complément optique, vous aurez un phénomène qu'on appelle le bokeh, c'est-à-dire une profondeur de champ qui va se réduire. Ça floutera un peu l'arrière-plan. C'est l'un des problèmes des téléphones, c'est que tout est net là-dessus, ce qui est pas très très beau. Et bien en mettant là, en fait, ouais. Ok. Et avoir un complément, ça coûte combien du coup, faut alors, avoir un complément optique. Il y a pour moi aujourd'hui, alors je viens d'en découvrir un autre, mais aujourd'hui il n'y a que deux marques qui sont vraiment de qualité. Hein. Les deux marques, c'est Moment et c'est Sandmark. Voilà les deux marques. Je vais vous mettre des liens à la limite. Je peux même vous mettre un lien Moment. D'ailleurs, si vous passez par ce lien, c'est pas vraiment un lien affilié, c'est un lien ambassadeur parce que je suis ambassadeur chez eux.
mais quelque part, c'est vrai que si vous passez par là, je toucherai un petit quelque chose. Mais surtout, ce qui m'intéresse beaucoup plus que le petit quelque chose que je vais toucher, c'est que plus j'ai des gens qui passent par ce lien, plus Moment me tient au courant de tout ce qu'ils font. Et régulièrement, en fait, je parle avec eux, je leur envoie, je suis pas le seul ambassadeur, hein, on envoie des informations pour qu'ils fassent évoluer les produits. Et alors, ça m'étonnerait que ce soit que grâce à moi, mais c'est vrai que pas mal de choses que j'ai demandées depuis 2-3 ans, je les vois apparaître sur les applications. Bah, tu nous partageras effectivement ce lien que je diffuserai. Donc, il y a Moment, il y a Sandmark. Alors, je vais vous donner déjà les noms. Encore, déjà, hop, Moment. Sandmark qui est très récent. C'est très, très beau aussi. Un autre que je viens de voir maintenant, mais c'est pas encore très clair sur les coques qui vont être, parce qu'en fait, quand vous mettez un complément optique, les téléphones n'ont pas à la base une baïonnette qui vous permet de fixer le complément. Donc, ça sous-entend que vous avez soit une coque, là par exemple c'est une coque Moment, Sandmark, vous avez des coques aussi, Sirui, c'est pas très clair encore les coques, soit vous avez un système de pinces. Alors, est-ce que j'ai une petite pince avec moi? Ça, c'est ma petite trousse, ça vous donne une idée. C'est la trousse qu'à peu près tous ceux qui suivent ma formation prennent au bout d'un moment. La trousse nomade. Pourquoi? Parce que c'est une trousse d'ailleurs de chez Moment. C'est une trousse dans laquelle, si je vous l'ouvre, alors vous allez peut-être pas voir grand-chose, si je fais ça peut-être un peu plus. Alors, en fait, dedans, il y a des objectifs, il y a un micro HF, il y a une petite lumière, il y a tout qui rentre dans cette trousse, qui rentre dans un sac, il y a tout dedans. Voilà. Donc pour les personnes qui écouteraient l'épisode seulement en audio sur le podcast, sachez que vous pourrez voir cette vidéo sur la chaîne YouTube correspondante à Web Creator. Donc vous pourrez du coup voir ce que Pascal nous montre là à l'écran. Ce sera plus simple. Donc, je vais prendre par exemple un petit télé, puisque pour moi, c'est le objectif que vous devez acheter en premier. Hein. Pourquoi? Parce qu'on va avoir donc un téléobjectif, ça veut dire qu'on est plus resserré dans l'écran, on est plus gros à l'image, si vous voulez, et ça veut dire que vous pouvez reculer votre téléphone. Donc, vous voyez, je vais prendre, pour vous faire voir, Moment, en plus, c'est un clip, c'est une baïonnette. Je vais le prendre alors comme ça, je vais le mettre ici, je le mets. Ça se visse en fait. Un quart de tour seulement. Et c'est terminé, il est fixé dessus. Ok, génial. Voilà. Donc, mais par contre, petit problème entre guillemets, c'est que il n'y a pas des coques pour tous les téléphones. Alors, les meilleurs pour la vidéo, ils sont, voilà, mais toujours est-il qu'il n'y a pas. Alors, Moment, vous avez des coques pour tous les iPhones, tous les Google Pixel, puisque fatalement, c'est à mon sens les meilleurs. Vous avez des coques pour certains Samsung. Vous avez des coques pour les OnePlus 6, 7. Voilà. Et Sandmark, vous avez des coques que pour les iPhones. Okay. Par contre, ils livrent tout de suite leur complément avec un petit clip, une petite pince qui permet de fixer sur n'importe quel appareil. Okay. Alors, c'est pas mal, mais il faut savoir qu'il faut bien centrer le complément par rapport au téléphone. Donc, une coque, c'est quand même beaucoup plus pratique. Ouais, tu te plantes pas sur le positionnement de l'optique. Okay. Exactement. J'ai une question dans le chat qui revient sur l'aspect lumière. Donc Maïra qui nous demande ce que tu conseilles pour l'éclairage si je veux tourner mes vidéos dans mon salon. D'accord. Alors, en éclairage aujourd'hui, les plus intéressants de toute manière en technologie, c'est le LED. Il y a quelques années, les LED, c'était le début, il n'y avait pas beaucoup de défauts. Alors, c'est un petit peu technique ce que je vais vous donner, ce que je vais vous dire, mais en fait, parfois, les gens pensent à la qualité de la lumière, à la puissance. Ils pensent parfois à la température de couleur, mais on ne sait pas que, selon les sources, on peut avoir des problèmes de restitution des couleurs, ce qu'on appelle l'IRC. Voilà. Et les LED, au début, n'étaient pas très bonnes, mais aujourd'hui, les LED sont excellentes. Le top du top, c'est le soleil, soyons clairs, c'est 100% d'IRC, le soleil. Et les LED sont genre 99, 98%, hein, donc c'est vraiment très, très, très bon. C'est en plus une technologie qui est beaucoup moins coûteuse au niveau consommation, puisque ça dépense quasiment pas de courant. Et en plus, ça a une durée de vie truc de dingue, quoi, par rapport à d'autres. Si je vous donne une petite anecdote, dans le cinéma, on commence déjà à utiliser du LED, mais sinon, la lumière du cinéma, c'est le HMI. Un HMI, ça coûte tellement cher
Et les ampoules ont une durée de vie tellement courte que quand vous louez, parce que tout le monde loue, personne n'achète ce genre de matériel, même au cinéma, hein, c'est loué, eh bien, vous avez un compteur sur la torche pour regarder combien d'heures vous avez tourné, parce que vous payez à l'heure, parce qu'on sait que les ampoules qui sont dedans coûtent tellement cher que vous comptez à l'heure la location de l'ampoule. Je sais pas si vous voyez. Donc, les LED, ça coûte rien. Alors, c'est un petit achat un petit peu plus au départ, et entre guillemets, par exemple, celle que j'utilise là, ici, c'est une Cam TV, une Bolzen, qui est un produit que j'ai trouvé pour mes stagiaires, qui est un produit qui est très intéressant, parce que c'est un produit, comment vous dire ça? Vous avez deux systèmes, quelque part. Vous avez les panneaux LED, qui sont comme un panneau, une plaque, d'accord? Et les autres, qui rassemblent ce qu'on a au cinéma, sont des systèmes de lampes avec une lentille devant pour pouvoir focaliser, beaucoup plus créative. D'accord. Le Bolzen, c'est un système avec une lentille, ce qu'on appelle une lentille Fresnel, et un Bolzen comme celui qui est ici, il vaut dans les 350 €. En sachant qu'il peut être accroché, ce qui est le cas ici, il est pris sur une prise de courant, comme ça. Vous pouvez lui mettre une petite batterie, vous pouvez lui mettre une grosse batterie, donc c'est très, très, très polyvalent. C'est-à-dire, vous allez à l'extérieur pour faire un film et vous avez besoin d'un peu plus de lumière, paf, vous lui mettez la batterie, puis c'est parti, quoi. Donc, c'est vraiment très, très polyvalent. Par contre, j'avoue, autant c'est très créatif, autant une simple plaque, un simple panneau, ça peut vous sembler en intérieur, ça peut faire le job, hein, et ça peut vous sembler plus uniforme comme résultat. Celui-là, comme vous voyez, j'ai des marques un peu plus ici en ombre et tout, c'est plus créatif pour moi, mais voilà. Donc, et les panneaux sont à peu près dans les mêmes eaux, hein. Donc, il y a des grandes marques comme par exemple Rotolite, que vous verrez sur mon blog, ça s'appelle le blog de l'image, qui sont des panneaux de très grande qualité puisqu'ils ont été créés et inventés par des gens qui sont dans les studios de Pinewood aux États-Unis, en Angleterre, pardon. Donc, et c'est vraiment des professionnels du monde du cinéma, mais des torches de chez Rotolite qui sont top qualité. On est bien d'accord, c'est vraiment super matos. On va dire qu'une torche équivalente en puissance de la Bolzen que j'ai là, ce serait la EOS, en donnant quand même d'autres fonctions, hein, des fonctions très créatives aussi sur l'éclairage. Un EOS, ça vaut 1 000 €, quoi. C'est vraiment du matos déjà plus pro, entre guillemets. Ouais. Mais vous trouverez… Qui va démarrer, tu vois, ça va. Oui, oui, tout à fait. Non. Mais vous trouverez par contre chez Cam TV, alors les marques intéressantes dans les LED, mais qui sont quand même des marques sérieuses. Je dirais que moi, je mettrais Cam TV, Aperture et puis Cineroid. Voilà 3 marques qui font des produits qui vont être autour des 300 €. Bon, on peut trouver moins cher, attention, hein, mais je vous garantis pas la même qualité de restitution des couleurs, quoi. Voilà. Là, on est vraiment sur des produits que ça marche vraiment, vraiment bien. Et comme ce sont des produits qui, dans le temps, je sais plus, je vais vous dire des bêtises, je sais plus, c'est pas 200 000 heures, ou enfin, les LED, c'est, vous êtes loin d'en voir le bout, quoi. C'est tranquille, quoi. Voilà. Ok. Je reviens sur une autre question dans le chat que j'avais raté tout à l'heure. Xavier qui nous demandait, donc c'était par rapport à tes applications. Donc on parlait des applications Filmic Pro, Moment App et Mavis Pro. L'output de ces applications, est-ce qu'elles ont besoin, enfin c'est converti sous quel format? C'est du… c'est converti dans un format vraiment soit iOS pour Apple, soit Android. Donc ça ne peut pas marcher sur un ordinateur, ça marche que sur les téléphones en fait, hein. Et alors ce que je vous conseille de faire, pour les iPhones, c'est tranquille puisqu'à partir de l'iPhone 6, elles marchent toutes. Sur les Android, c'est vrai que vous avez parfois certains Android même des Android récents d'ailleurs, certains modèles d'Android n'acceptent pas les applications vidéo pro. Je pense que c'est un problème que certaines fonctions, enfin que l'application ne peut pas prendre la main sur le téléphone pour certaines fonctions. Donc, je vous engage à les télécharger, non pas sur votre ordinateur, mais depuis votre téléphone. Parce que quand vous allez donc sur Android, ça s'appelle Google Play, quand vous allez vouloir acheter Filmic, si jamais votre téléphone n'est pas compatible, vous l'achèterez pas parce qu'il va tout de suite vous dire on peut pas. Donc voilà, vous achetez pas un truc pour rien, quoi. Voilà. Okay. Il va tout de suite valider si oui ou non vous pouvez l'installer. Voilà. Mais alors du coup, donc j'enregistre une vidéo, que ce soit sur mon Android ou mon iPhone. Le montage vidéo, comment ça se passe? Alors, on a plusieurs manières de faire, d'accord. C'est vrai que dans ma formation, j'ai un bonus que j'offre parce que sur le montage vidéo à partir d'un iPad, je trouve que c'est un moyen extrêmement nomade. Je fais quand même, bien sûr, du montage sur ordinateur dans la formation et vous pouvez monter, bien sûr, sur ordinateur vos plans, évidemment, hein. Maintenant, si jamais vous êtes un infopreneur qui n'arrête pas de bouger en séminaire, il faut que vous sachiez que les iPads, même le plus petit iPad actuel, est capable de monter des films en 4K.
Jamais on a eu autant de puissance pour un prix aussi abordable que maintenant. Ça veut dire que si vous avez un ordinateur un peu ancien, qui est un peu faiblard pour faire du montage vidéo, parce que c'est gourmand le montage vidéo, si vous me disiez, Pascal, il faut à quel prix pour un premier ordinateur pour faire du montage vidéo? En portable, je dirais, en PC, pour moi, 1 300 € par là. Un iPad Air à l'heure actuelle, ça vaut 569 €, si je me rappelle bien, parce que j'ai regardé ça il y a 2-3 jours. Eh bien, un iPad Air, ça monte de la 4K en temps réel pour 560 €. Quoi. D'accord. Et avec une appli qui, elle, va coûter genre 25 €. Et ça... Alors, l'appli s'appellera LumaFusion. Voilà. Donc, LumaFusion, c'est l'application que tu conseilles sur iPad pour Sur iPad. faire du montage vidéo. Okay. Voilà. Après, sur ordinateur, l'application que moi j'adore, alors c'est marrant parce que c'est l'application, c'est la même logique que ce que je vous disais tout à l'heure pour le tournage d'ailleurs. Hein. Parfois, les personnes veulent acheter ce que moi j'appelle les petits logiciels. Alors c'est quoi? C'est Camtasia, ScreenFlow, etc. En se disant que comme c'est pas des gros logiciels pro, ça va être plus facile. Non, non. Souvent, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'encore une fois, un professionnel, ça doit aller vite le montage. Donc il y a des choses très complexes dans des logiciels pro, mais vous n'êtes pas obligé de maîtriser les 2000 fonctions d'un logiciel pro. Donc, en fait, un logiciel pro, souvent, c'est plus facile à utiliser qu'un logiciel amateur. Voilà, première chose déjà. Et le logiciel que j'aurais envie de vous recommander, aussi bien pour quelqu'un qui n'est pas habitué que pour un pro, ce serait DaVinci Resolve de chez Blackmagic, qui a une version gratuite. Il n'y a pas besoin de la payer. Il y a une version payante, une version gratuite qui est totalement opérationnelle, mais oui, il y a un mais. Mais c'est un logiciel très, très puissant dans ses fonctions. Ça sous-entend que si vous avez un vieil ordinateur, il ne tournera pas. Voilà, c'est ça. Mais ça sera la même chose si vous prenez un Adobe Premiere. Le seul qui est un peu, dans les logiciels considérés comme pro, le seul logiciel qui est un peu moins gourmand, c'est vrai, c'est Final Cut Pro, qui, bon an, mal an, tourne sur des Mac un peu moins puissants. Voilà, il est un peu moins gourmand en technologie, c'est vrai. Si vous êtes sur PC et que vous voulez un logiciel un peu moins gourmand et qui soit intéressant en rapport qualité-prix, il y a un logiciel dont personne quasiment ne parle et j'ai du mal à comprendre parce qu'il est vraiment très très bien, très puissant et il coûte vraiment pas cher, c'est Power Director. Power Director, c'est un logiciel qui vaut un peu moins de 100 € et qui est vraiment très très puissant. Vous pourrez faire énormément de belles choses avec Power Director. Mais sinon, le premier, donc DaVinci Resolve, je crois que c'est la version 14 ou 15 là qui. Là, on est en 16 bêta, mais c'est de la bêta quand même. Okay. Hein. Sinon, on est en 15 full et 16 bêta. Et une version gratuite qui est largement. Elle est totalement opérationnelle. En fait, c'est simple. La version payante, elle va vous donner des homothéties du cinéma. Donc, a priori, quand vous en êtes à faire un court-métrage ou un film de cinéma, c'est pas un problème de vous payer la version parce que, étant donné qu'en plus, ils ont descendu le prix. Alors, pour la petite histoire, il y a quelques années, alors quand je dis il y a quelques années, on va dire il y a à peu près 9 ans, un DaVinci Resolve, ça ne faisait que l'étalonnage cinéma. C'est un logiciel cinéma à l'origine et ça valait 35 000 $. Ah oui. Voilà. Il y a encore quelques temps, alors on va dire il y a 3 ans, ils avaient une version qui était payante qui valait dans les 1 000 €. Aujourd'hui, la version payante, je crois qu'elle vaut 300 €. Et c'est la version, mais vous n'en avez absolument pas besoin. Par contre, ils ont rajouté des filtres, des fonctions qu'on peut vouloir, enfin, voilà. Mais tout ce qui est montage avec plusieurs pistes, tout ça, vous le faites avec la version gratuite. Hein. Okay. Donc, super. Donc, Maguette qui me demande s'il était possible d'avoir la liste complète dans le chat. Je referai de toute façon un résumé de cet épisode avec cette liste-là complète. Donc, ouais. Je t'enverrai, tu auras ça d'accessible prochainement, Maguette. J'ai une question son. Donc Philippe qui nous dit donc il filme en extérieur avec un Lumix G7. Ok, bon moi je connais pas bien mais je pense que tu connais mieux que moi. Quel micro utiliser à fil ou à fixer sur le haut de l'appareil photo? Ok, alors le son, enfin comme tout d'ailleurs, tout n'arrête pas d'évoluer, ça évolue tellement vite que malheureusement si quelqu'un regarde une conférence que j'aurais pu donner il y a 2 ans, il se dirait, il dit pas la même chose. Okay. Mais il est nul, ce Despo. Il parle d'un truc, il y a un truc qui est 10 fois mieux. Il est nul. Ça évolue tellement vite. Il y a quelques années,
tout ce qui était HF. Alors, ce qu'on appelle HF, c'est les systèmes qui ne sont pas filaires, c'est-à-dire qu'on a un émetteur, un récepteur, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de fil entre les deux. Ouais. Il y a quelques années, en formation, quand j'avais des pros, je leur disais, hop, achetez un filaire, un HF correct, ça vaut 700 €. Achetez déjà un préampli, parce que c'est plus important pour gagner de la qualité. Au fur et à mesure, ça a bougé, et là, entre la fin de l'année dernière et ce début d'année, on a eu 2 produits qui sont arrivés, qui sont intéressants. D'ailleurs, j'en ai un qui est ici, avec moi, parce qu'il est dans mon kit, et qui est vraiment tellement exceptionnel que voilà, c'est ça que je vous conseillerais. Alors, c'est ça. Et ce petit produit, je vais le faire voir, ça s'appelle un Rode Wireless Go. Ce sont 2 petits boîtiers. D'ailleurs, là, il a son petit dead cat pour le vent. Je vais l'enlever. Tac, voilà. Voilà, c'est 2 petits boîtiers. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment pas gros. Hein, voilà. Eh bien, ces 2 petits boîtiers, vous avez un émetteur, un récepteur, et surtout, le prix a descendu. C'est-à-dire que vous avez un HF qui vaut, alors, ça vaut un certain prix, mais par rapport à avant, ça vaut 200 €, ces 2 petits boîtiers. Ok. 200 €. Quand vous avez un appareil qui a une griffe, le petit clip qui vous permet, je ne sais pas si on le voit ici, qui vous permet, voilà, comme ça on va le voir avec la lumière, le petit clip qui vous permet de mettre à la ceinture, il se met dans la griffe d'un appareil photo directement. Ce petit appareil, il a un micro intégré, donc il est ici, voilà. Alors, moi, au début, je me suis dit, oh là là, micro intégré, ça ne doit pas être terrible. Je l'ai testé et en fait, il marche bien. Le seul problème, c'est que si on met ça, fatalement, on verra quand même un boîtier. Donc, vous pouvez quand même connecter votre micro-cravate dessus, comme n'importe quel HF. Voilà, quoi. Et c'est plus de fil à la patte. Plus de fil à la patte. Ça, c'est un HF qui fonctionne sur un appareil photo. Est-ce que sur l'iPhone, c'est quelque chose que tu conseilles aussi? Bien sûr. En fait, la différence, ça va être une différence de câble. C'est-à-dire que sur un appareil photo, vous avez un jack, ce qu'on appelle un jack TRS, il y a 3 bornes, vous pouvez le voir. Sur un téléphone, vous avez un jack TRRS, c'est-à-dire un jack à 4 bornes. Donc, il faudra changer juste le câble. Le câble qui vous est fourni, c'est un câble pour appareil photo. Vous devrez changer ce câble. Alors, celui-là, ça doit être, je risque de dire des bêtises, mais je crois que c'est un SC7. Il faudra le vérifier, mais on regardera ça, Vanak, on regardera la liste, je te la donnerai de manière à ce que tu puisses. Je crois que c'est un SC7. Et donc, ce câble, il finit en fait par un jack avec les 4 petites bornes. Tiens, si on fait ça, est-ce qu'on pouvait le voir peut-être? Marche pas mal ces petites webcams. Ouais. Qu'aurait-il que, voilà. Donc, il suffira de mettre ça et là, vous pouvez mettre sur votre téléphone, quoi. Il n'y a pas de souci. Okay. Un des avantages, si vous voulez. Sachant que si c'est un iPhone, il y a quand même besoin d'un adaptateur. Enfin, ça dépend de quel iPhone. Alors, okay. On peut pas tout dire. C'est pas que je veux pas donner. Je vous donne tout ce que vous voulez. Oui, formé non, c'est sûr. Ouais. Mais si vous voulez, ce qui peut être intéressant, par contre, c'est d'avoir un retour casque. Et donc pour ça, on utilise. Est-ce que j'en ai un ici? Non, j'en ai pas un ici. On utilise un petit adaptateur qu'on appelle un SC6 ou SC6B, qui vous permet en fait d'avoir une sortie casque et une entrée micro en même temps. Comme ça, on peut brancher un casque pour vérifier que tout se passe bien. Okay. Ça, c'est important. Mais sinon, surtout aussi l'intérêt de ce genre de petit appareil, j'ai oublié de vous le dire, c'est que le son, les gens pensent que c'est que la qualité du micro. C'est pas du tout que ça. Le son, c'est une chaîne. C'est-à-dire que vous avez la qualité du micro. Là-dessus, vous récupérez le son. Ce son est amplifié dans un préampli. OK? Et là-dessus, après, il est converti en numérique. Bon, en simplifiant. Quand vous branchez un micro directement sur un appareil photo ou un téléphone, ça veut dire que vous laissez au téléphone ou à l'appareil photo le soin d'amplifier. Et les préamplis internes sont pas de bonne qualité. Donc, ce qui se passe, c'est que dès qu'on fait monter le niveau, on fait monter du souffle. Or, ces petits appareils ont une amplification interne très, très puissante, surtout celui-là, ce qui fait que vous vous retrouvez à mettre le son dans votre téléphone ou dans votre appareil photo. Le niveau de réglage dans l'application, vous le mettez assez bas, et ce qui fait que vous avez très peu de souffle. Ce qu'on appelle le rapport signal sur bruit, et c'est ça qui est souvent catastrophique en qualité, c'est d'entendre ce... Voilà. Okay. Ça et bien sûr l'AP. Pourquoi l'application? C'est que quand vous êtes sur votre téléphone sans acheter une application, vous êtes ce qu'on appelle en automatique, en AGC. L'automatique, ça veut dire que le niveau se cale par rapport au son. Donc, tant que vous parlez, ça va à peu près. Puis quand vous arrêtez, enfin, vous allez voir le cirque, vous comprenez. C'est-à-dire, vous parlez, le son est réglé. Dès que vous arrêtez, l'appareil se dit, waouh, le niveau est trop bas, il se met à... Alors, vous avez blablabla,
blablabla. Donc, l'application, vous le mettez en manuel et puis voilà, vous avez plus de souffle qui apparaît. Voilà. Ok. Sinon, peut-être, il faut parler pour les gens qui n'auraient pas envie d'acheter ce petit truc-là. Les micros, attention, achetez des micros qui sont déjà d'un certain niveau de qualité. Ça ne veut pas dire que ça vous coûtera plus cher. Moi, je mets les micros en 4 catégories. Les premiers prix, les entrées de gamme, les moyennes gammes et les hauts de gamme. Et les premiers prix, par exemple, l'Audio-Technica ATR 3350 ou 3050, qu'on entend souvent parler dans l'infoprenariat, c'est une daube. Ok. C'est-à-dire que justement, il a un très mauvais rapport signal-sur-bruit. Donc, quand vous arrivez, le niveau est super bas. Donc, en réalité, vous foncez, vous augmentez à fond le préampli, et ce qui fait que ça fait monter le souffle. En plus, il est pas bon au niveau des fréquences. Après, il génère du souffle. Enfin, et il doit valoir, je ne sais plus, 30, 40 euros. Vous prenez à côté de ça, si vous voulez un micro en jack classique, donc pour appareil photo, vous prenez un Aspen Mix. Un Aspen Mix, ça vaut $40 et ça marche vraiment bien. Ou alors, vous prenez le Rode SmartLav Plus qui marche super bien. Okay. C'est un beau micro. C'est pas des micros de gamme, on est bien d'accord, mais franchement, ça marche très, très bien. Là, vous avez, je dirais, un volume sonore et un niveau qui arrive déjà fort, donc ça vous évite, comme ça, de faire monter du souffle. Voilà. Et quand vous les achetez, le conseil que je vous donne, aussi bien l'un que l'autre d'ailleurs, c'est vous achetez. C'est lequel que j'ai ici? J'ai un Rode SmartLav, là. Ouais, c'est ce que j'ai vu dans ta sacoche, ouais. C'est ma petite trousse, quoi. Ah ouais. Il y a tout dedans, quoi. Enfin, il y a un certain nombre de... Voilà un Rode SmartLav. Ce que vous faites, c'est quand vous achetez un SmartLav, vous achetez tout de suite le petit câble qui est le SC3. On vérifiera tout ça pour que je dise pas de bêtises, parce que tous les codes par cœur, mais je crois que c'est ça, SC3. Ça veut dire qu'en fait, ce micro qui arrive avec une connexion téléphone, si vous branchez ce petit adaptateur, tac, donc gris sur gris, et vous vous retrouvez avec une connexion appareil photo. Ce qui fait que ce micro devient un micro téléphone, appareil photo. Si vous achetez un Aspen Mix, même gag, vous achetez le modèle où il vous donne un adaptateur pour aller vers le téléphone. Faites-le tout de suite, même si vous vous dites j'en ai pas besoin, faites-le tout de suite. Comme ça, vous savez que votre micro, par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous êtes là, vous êtes dit, bon ben voilà, moi j'en ai pas besoin, je branche sur mon téléphone, donc tout va bien. Et puis demain, vous allez prendre un petit enregistreur, ou quelqu'un va vous le passer, vous ne pourrez pas connecter. Vous prenez l'adaptateur, crac, vous branchez. C'est tout. Et l'idée de Versailles, vous êtes avec votre micro sur l'appareil, parce que vous dites, moi le téléphone, je ne veux pas l'utiliser. Demain, vous vous dites, waouh, ça serait bien de prendre le son à partir du téléphone. Vous ne pouvez pas le brancher. Donc, vous prenez tout de suite ces adaptateurs, et ce qui fait que vous avez quelque chose qui fonctionne. Voilà. Okay. Je voudrais laisser la parole un petit peu à d'autres personnes. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées dans le chat, mais est-ce que quelqu'un voudrait, en levant la main ou en me faisant un petit signe là, poser les questions directement à Pascal? Est-ce que ça vous apporte déjà de la valeur ou des connaissances en plus ou un peu plus de clarté par rapport à ce que vous pensiez par rapport à ce que vous saviez déjà auparavant sur comment créer vos vidéos? Et est-ce qu'il y a encore des zones d'ombre ou des questions que vous voudriez poser? Ok, donc Sandrine, je t'active ton micro, ça devrait être bon. Vas-y. Oui, alors bonjour Pascal. Bonjour. Moi j'ai une question par rapport au fond. On dit des fois qu'il faut mettre des fonds blancs quand on filme dans le salon, enfin blanc, bleu, vert, je sais plus exactement ce que c'est, mais il faut mettre des fonds en fait pour filmer. Alors, c'est bien que tu me dises ça parce qu'en même temps je vais rebondir sur autre chose. C'est une des premières choses à faire. C'est la première chose que fait un professionnel avant même de tourner, quand il arrive quelque part, c'est de regarder où est-ce qu'il va filmer. À un tel point que, par exemple, je vous donne une astuce, je rebondis. Si jamais vous faites, par exemple, une vidéo de lancement ou quelque chose, une petite série, et que vous dites que chez vous, ça ne s'est pas adapté à ce que vous voulez produire, la solution, c'est pas d'aller dévaliser tous les magasins de déco. La solution, c'est vous louer un B&B pour la journée. Vous choisissez le B&B qui a un cadre exactement qui colle, vous le louez pour une journée, et patatras, vous enquillez vos films. C'est beaucoup plus simple. Hein. Donc, c'est vrai que le décor, l'ambiance joue beaucoup. Alors maintenant, pour revenir à ce que tu dis, sachez que, petit détail déjà, tout ce qui sera blanc, noir, fond, vêtements, demandera beaucoup plus de maîtrise. Je vous donne un exemple, vous mettez avec une chemise blanche. Une chemise blanche, si vous êtes un tout petit peu trop clair, le blanc, c'est plus blanc, c'est un aplat. Il n'y a plus de détails dans la chemise. Vous mettez une veste noire, vous êtes un tout petit peu trop foncé, vous avez un aplat noir, vous n'avez plus de détails.
C'est beaucoup plus dur de travailler. Donc, évitez tout ce qui est blanc et noir, à moins d'avoir déjà un bon niveau de maîtrise. Voilà, c'est le premier conseil. Parce que les gens en font parfois en disant c'est classe, oui c'est classe, mais ça vous complique la vie. Vous augmentez les problèmes. Donc, ne le faites pas. Un fond blanc, ça sera la même chose. Un fond blanc, oui, si tu l'éclaires. Un fond blanc qui est pas éclairé, c'est un fond gris. Un fond gris, c'est pas beau, ça fait sale. Tu vois? Donc, essayez de faire des choses simples. Voilà. Alors après, si tu parlais du fond vert, qu'on entend souvent parler du fond vert pour détacher et tout, ça me fait toujours marrer, le fond vert. À chaque fois que j'ai demandé à un infopreneur pourquoi il me mettait un fond vert, il m'a répondu, c'est pour mettre du texte. Depuis quand on a besoin d'enlever le fond pour mettre du texte? Non, ça sert à rien. Autre gag, j'ai vu, alors un gag, il n'est pas là, il n'est pas dans tes noms, parce que sinon il se dirait, oh, c'est pas sympa, mais je ne dirais pas le nom, comme ça ira. Personne comme, non, je balance pas. Il est là. Non, je balance pas. Donc, toujours est-il, je le vois, sa vidéo, il était sur un fond noir, ok, super, pourquoi pas, bon, admettons, qui à mon avis n'allait pas avec ce qu'il fait puisqu'il travaille, alors je balance un peu quand même, il travaille dans le milieu des enfants, je trouvais que c'était un peu hard quand même de mettre sur un truc sur les enfants avec un vieux fond noir, mais bon, bref. Et tous les bords de son visage, il y avait un liseré vert. Pourquoi il a un liseré vert? Puis après, je me dis, ah putain, il a été mettre un fond vert. Alors, fond vert, pourquoi? Pour avoir un fond noir. Et je lui dis, mais tu crois pas que tu aurais pu te mettre tout simplement devant un fond noir? Tout simplement, plutôt que de prendre un fond vert pour enlever le fond vert pour mettre un fond noir. Enfin bon. Voilà. Au cinéma, on s'en sert parce que voilà, on fait un film aux effets spéciaux. On peut pas avoir le décor, on veut le changer. On peut s'en servir sur un plateau de télé pour faire Madame Météo, mais on n'a pas envie de faire Madame Météo automatiquement. Enfin, faites des fonds verts que si ça a une véritable utilité. Sachez qu'à l'origine, un fond vert, pour que ça soit vraiment bien fait, il vous faut du matériel en éclairage. Il vous faut une caméra plutôt meilleure qualité au niveau du surlignage chromatique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sinon vous avez du mal à avoir des masques parfaits. Donc, vous mettez un pied dans la tombe. Alors, quand ça se justifie, admettons. Quand ça se justifie pas, non, on met pas, non. Par contre, vous pouvez avoir un fond uni. Pour ça, vous achetez un petit support, vous mettez un fond gris, un fond bleu, un fond, ce que vous voulez. Voilà, c'est tout. Vanak, je te donnerai un lien peut-être d'une vidéo que j'avais fait pour le groupe, tu te rappelles, Tunnel de vente, je pense que tu l'avais peut-être vu, où j'expliquais un peu des choses comme ça sur des bases de professionnalisées, où je parlais justement du fond et surtout je parlais dedans de comment faire un éclairage simple mais qui est valorisant. Voilà. Donc ça, on vous mettra le lien. On peut faire des choses très simples, on peut donner vie à un arrière-plan. Sachez que ça ne sert à rien, par exemple, alors je rebondis encore une fois, ça ne sert à rien de se mettre deux lumières devant la tête. Hein. La référence pour tout le monde, c'est le soleil, c'est une lumière. Il est beaucoup plus intéressant d'avoir une lumière pour nous éclairer et d'utiliser la deuxième lumière pour éclairer l'arrière-plan. Un fond qui n'aurait pas de vie, vous mettez une lumière qui vient faire une tâche, qui vient faire une auréole derrière, et ça donnera tout de suite une vie. Voilà. Donc on peut donner de la vie à un simple mur. On peut bien sûr l'éclairer pour qu'il paraisse vraiment blanc. On peut faire plein de choses. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Toujours est-il que les fonds verts, les fonds bleus, les fonds machins, si c'est fait pour vous détacher, ce qu'on appelle un chroma key, oui, si ça a un réel intérêt. Si c'est pour mettre du texte, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Par contre, il peut être intéressant d'avoir un fond plutôt uni quand on met du texte. Pourquoi pas? De manière à ce que ton texte, tu le vois bien, quoi que ce soit pas à travers du décor ou des choses comme ça. Faites attention aussi sur les fonds. Ça peut être sympa. Il y a des gens parfois qui font des vidéos avec des arrière-plans où il y a plein de détails. Alors, c'est bien et pas bien. Moi, je vous dis de faire attention parce que si vous mettez plein de détails dans votre image, les gens, ils sont en train de regarder tout ce qui se passe dans l'image, ils sont plus avec vous. Donc, si par exemple, c'est une chaîne régulière et qu'on garde à chaque fois le même décor, c'est moins grave puisque la personne, la première fois, elle regardera, puis au fur et à mesure, elle regardera plus vraiment le décor. Donc voilà. Mais si c'est pour, je dirais, alors, on peut mettre un ou deux petits accessoires, mais faites attention de ne pas surcharger, parce que, en fait, vous êtes en train de diffuser, vous voyez, l'attention de la personne, elle est plus focalisée sur vous, elle est en train de se promener un peu partout dans votre décor. Donc, il vaut mieux rester sobre et la focaliser sur vous, puisque c'est vous qui avez quelque chose à lui dire. Voilà. Tu avais une autre question, Sandrine? Oui, c'était juste par rapport à un fond pour se détacher, c'est-à-dire, j'ai pas bien compris le… Eh bien, en fait, si tu veux te détacher du fond, c'est quand tu as, par exemple, beaucoup de détails. Là, moi, j'en ai parce que je me suis mis dans un canapé dans l'appartement, j'ai même pas regardé. Donc, c'est vrai que
il n'est pas encore trop, il vampirise pas trop, mais on voit des tableaux, des machins, des bidules. C'est sûr que si jamais il n'y avait pas les deux tableaux, si je les avais enlevés, je me détacherais plus, puisqu'il n'y aurait rien qui viendrait. En plus, là, il y a la webcam qui part en flou, mais bon, en fait, il y aurait rien qui viendrait parasiter le message, tu vois. Donc, faites attention de pas parasiter. Parfois, je vois aussi des choses. C'est pour ça que quand vous commencez à faire une vidéo, après avoir trouvé l'emplacement, vous calez votre appareil, que ce soit un téléphone, un appareil photo, ça n'a pas d'importance. Vous le calez et vous regardez ce qui se passe. Je vois, par exemple, je vais m'amuser à simuler. Imaginons que j'ai ça, qu'on parle, et puis que j'ai mis, par exemple, hop, la webcam, elle est là. Voilà, j'ai mis un machin comme ça qui. Non, faut le dégager. Enfin, dans l'autre sens, faut le dégager. Vous voyez, vous pouvez pas avoir une bouteille comme ça qui vient rentrer ici et qui vient attirer l'œil. Faut l'enlever. Vous regardez de tout ce qui peut, je dirais, venir, qui est pas beau, ce qui vient. En fait, tout ce qui n'a pas de raison d'être. Si vous avez quelque chose dans la pièce qui n'apporte rien, il n'y a pas de raison que ça y soit. On pourrait même dire ça comme ça. Par contre, pensez à utiliser le lieu. Par exemple, ici, si j'avais une petite lumière de chevet, je l'aurais allumée. Ça donnerait un peu de vie. Ça, oui, c'est intéressant. On s'en fiche de savoir si la température va être un petit à ce niveau-là. Si ça va être un peu trop jaune, un peu trop ceci, ça donne de la vie. D'accord? Mais tout ce qui vient vampiriser pour rien, alors parfois c'est des trucs qui viennent juste en bordure, ça c'est encore plus rigolo. C'est genre le truc qui vient juste, voilà, il vient juste en bordure comme ça, ce qui fait que c'est pire parce que les gens se demandent ce que c'est, donc ils sont attirés à regarder, alors que c'est pas ça qu'ils doivent regarder. C'est pas le but. Donc vous dégagez tout ce qui est parasite dans votre image. Voilà. Et pour détacher, souvent, oui, si c'est aussi ça, le fait de mettre une lumière derrière qui éclaire le fond, ça permet souvent de donner une impression de détachement par rapport à l'arrière-plan. Okay. Ça fait comme une petite auréole autour de nous d'ailleurs. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les personnes? Donc Sophie, alors attends, j'ai une question de Maguette, est-ce que tu veux bien la dire en direct? Sinon Sophie qui n'a pas assez de connexion pour la poser en direct, peut-on parler de la façon de filmer, gros plan, la règle du 1/3, 2/3, ne pas se mettre en plein centre, comment mettre de la dynamique sans complication? D'accord. Alors ça, c'est vrai que tu le verras dans la vidéo, dans le lien qu'on va te donner plus tard, parce que je l'avais expliqué, mais je peux quand même leur expliquer un peu ici. Alors, en effet, la règle des tiers, c'est une règle qui pense au balayage de l'œil quand il regarde une image. Voilà. On sait que lorsqu'on a ce qu'on appelle des lignes de force, alors si je les mettais ici, je vais les simuler, ça serait ça et ça. Voilà. Et puis dans ce sens-là, il y en aurait une ici, une ici. En fait, c'est 1/3, en fait. Le tiers, donc ici, avec la webcam, je suis en inversé, donc j'ai un peu de mal. Voilà, c'est ça. Ah oui, je comprends. Voilà. Donc, ces lignes de force ont des croix. Donc, ici, c'est là, voilà, comme ça. Oui, des croix, on appelle des points de force. À partir du moment où tu mets ton visage et surtout ton œil dans un point de force, donc ici, si je devais le faire correctement, je vais essayer de le faire correctement, ça serait à peu près là. À partir du moment où je vais être comme ça, j'aurai plus, au niveau du regard, je vais plus me détacher, je serai plus présent à l'image. Si je suis en plein au milieu, eh bien, alors, les gens sont un peu perturbés parce que quand on regarde, par exemple, un journal télévisé, là, c'est le standard du je me mets en plein au milieu et je parle à l'audience. Mais dès qu'on est au cinéma, ça n'existe pas. Alors, au cinéma, il rentre autre chose. Encore une fois, c'est pas ici que je vais vous expliquer tout ça, mais au cinéma, on a autre chose. C'est qu'au cinéma, justement, on joue sur ça. C'est par exemple, normalement, vous devez toujours, dans un cadrage, vous devez toujours vous mettre pour que l'oxygène, ce qu'on appelle, c'est l'espace libre, soit devant les yeux, toujours devant les yeux. On met jamais de l'oxygène derrière, dans le dos. Et si on le faisait, vous allez comprendre l'astuce, si on le faisait ici, si je me mets comme ça au cinéma, on va penser automatiquement que j'ai quelqu'un dans la scène d'après qui va arriver derrière moi. Parce qu'il y a un déséquilibre justement qui se fait. Donc on en joue pour la narration, donc c'est un peu plus compliqué. Mais pour revenir à la règle des tiers, on a des points de force et c'est sur ces points de force qu'il faut mettre les éléments les plus importants. Le point qui marche le plus fort, alors que souvent en télé on parle de l'inverse, dans la composition, le point qui marche le plus fort, c'est en haut à droite. C'est celui qui est le plus important. Par contre, c'est intéressant de savoir ça parce que si dans votre montage, par exemple, vous parlez et que là, vous voulez mettre tout d'un coup du texte et que l'importance à ce moment-là, c'est que les gens lisent ce texte. On regarde moins important, mais lisent. Eh bien, ce que vous allez faire, c'est que dans ce coup-là, hop, vous allez vous retrouver de l'autre côté et votre texte, vous allez le mettre en haut à droite. Okay. Vous allez profiter de cet endroit qui est privilégié
pour vraiment composer de cette manière-là. Voilà. Mm. Après, pour la dynamique, ici, c'est un peu particulier, je suis sur un canapé, mais moi, ce que j'aime aussi, c'est ne pas vous mettre, vous verrez ça dans la vidéo, mais ne pas vous mettre droit par rapport à la caméra, mais vous donner un angle pour être c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus agréable à regarder, c'est plus esthétique, c'est plus ouvert, ça a plus de dynamique. Quand vous vous mettez tout droit comme ça, c'est un peu bloqué. Alors, comme en plus, j'ai mis la webcam un peu de travers, la tombe de travers, je sais plus où c'est droit ou pas droit. Enfin, voilà, là, je dois être à peu près droit, voilà. Mais si je voulais être sympa, et c'est ce qu'on aura sur c'est que je serai toujours de cette manière-là pour vous parler, ce qui semble. Alors, ça m'empêche pas de vous regarder, ça, c'est pas le débat. Mais vous donnez du volume. Si j'essaie de vous le faire voir avec une boîte, est-ce que j'ai une boîte là près de moi? Je vais le faire avec ça, avec mon petit truc. Avec ta sacoche. Ouais, exactement. Ouais, la sacoche. En fait, c'est une histoire de. Alors on va peut-être le faire comme ça. Si je me mets de cette manière-là pour vous faire voir l'objet, vous le voyez. Mais si je commence à vous le faire voir comme ça, vous commencez à voir le volume. Mm. Voilà. Alors que là, vous voyez plus de volume. Vous voyez tout simplement en 2D. De l'autre côté, vous voyez en 3D, vous 2D. Et ça augmente votre présence à l'écran puisque vous commencez à prendre un volume à l'image. Intéressant. Ok. Mise en application en direct pour Xavier. Parfait. J'ai une question de Maguette par rapport à l'éclairage. Est-ce qu'on met forcément un LED, donc une lumière en LED, ou si on filme à la lumière du jour, ça ne suffit pas? Donc j'imagine que c'est quand on est en intérieur. Après, je pense que ça dépend de la luminosité, de s'il fait très beau ou pas, de commenter dans ta pièce par rapport. Ben oui, si jamais tu es dans une pièce avec des grandes baies vitrées, tu n'auras pas besoin de LED, c'est une évidence. Par contre, attention, il y a un gag quand même qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand vous vous mettiez dans une pièce fermée, par exemple quand on filme, même quand on a de la lumière, la plupart du temps, on obscurcit toutes les baies. Oui, parce que quand vous tournez, si vous avez des nuages, la lumière n'arrête pas de bouger, ça va être une galère. Par contre, quand vous mettez des LED, vous savez que vous pouvez très bien faire votre film à 2 heures du matin, à 3 heures, à 4 heures, et que c'est toujours pareil. Ça, c'est le gag. Donc, hormis ça, la lumière du soleil, on est bien d'accord qu'elle est magnifique. Voilà. Donc, on peut l'utiliser. Alors, dans ces cas-là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir ce qu'on appelle des réflecteurs. Ça vous aide énormément. Vous allez sur mon blog, le blog de l'image, je vais vous le mettre là. Tac. Voilà. Vous allez sur le blog et vous tapez réflecteur. Vous verrez, je vous fais voir comment fabriquer un réflecteur pour que dalle. Il suffit simplement d'avoir un panneau de polystyrène que vous achetez dans un bricot quelque chose. Voilà. Les photographes connaissent ça. Les photographes de studio connaissent ça. C'est vraiment, vous pouvez faire énormément de choses avec des réflecteurs. Vous pouvez déboucher ou au contraire amplifier des effets, etc. Et ça ne coûte rien. Donc c'est vrai que si on est selon l'endroit où vous vivez, je sais que j'ai des stagiaires parfois qui habitent dans des endroits où il y a énormément de lumière. Alors c'est pas plus facile quand il y a beaucoup de lumière. Leur problématique à eux, c'est d'arriver à calmer la lumière parce qu'elle est trop forte. Mais c'est vrai que pour eux, acheter de l'éclairage, ils vont dehors. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils arrivent à se trouver des situations où la lumière est pas trop forte, justement, et comment faire pour la calmer. Voilà. Donc, ça dépend un peu de la pièce que vous avez. Si vous avez une fenêtre qui tombe juste le matin avec un superbe rayon qui rentre dans la pièce et que c'est magnifique, évidemment qu'il faut l'utiliser. Mais attention. C'est-à-dire que vous êtes là en train de filmer, il y a un nuage qui passe, il faut tout arrêter. Et attention aussi à une chose. Tant qu'on est sur une vidéo, ce que font souvent les infopreneurs, où en fait, on fait un tournage et on parle. Donc ça va. Quand vous faites des vidéos où il y a vraiment un montage, si vous commencez le matin, que vous finissez le soir, et qu'après vous commencez à changer l'ordre des plans, là on va avoir un problème parce que si au fur et à mesure la lumière elle bouge, on va voir la lumière là, elle va revenir là, puis elle va repartir là, on va rien comprendre du tout. Voilà. Donc gaffez-vous de ça, quoi. Mais le soleil c'est la plus belle des lumières. Donc si vous pouvez avoir par le soleil un bel éclairage, well done. Ok. On va prendre les dernières questions, donc j'en ai 3. Est-ce que, donc Katharina et Julien, ou Julien, je ne sais pas si c'est Kat ou Julien, qui te pose la question sur les points de force, donc par rapport à la règle des tiers, est-ce que ça fonctionne aussi sur les vidéos Instagram? Mais pour moi, mon avis, c'est que ça fonctionne sur les vidéos, mais également sur les photos, donc n'importe quel plan. En fait, il y a un gag, c'est-à-dire qu'en fait, cette règle des tiers, elle marche, parce que c'est ça qu'il faut dire, elle marche dans tous les formats. Ouais. C'est-à-dire qu'elle va marcher sur un format allongé, mais elle va marcher aussi sur un format au carré. Ça ne change pas. Okay. C'est la même chose. Donc, c'est vrai que ça veut dire une composition différente, mais elle va
se reproduire quelle que soit l'homothétie. Donc, même si tu es sur un format carré, tu feras en sorte, encore une fois, d'être décalé sur le côté pour être plus valorisant à l'image. Par contre, ça mènera d'autres types de cadrage, d'autres types de composition. Parce qu'on a toujours une histoire qu'on est habitué, notre cerveau est déjà habitué à avoir des images, des films, etc. Et ce qui fait que c'est vrai que ça nous amène sur d'autres types de composition. Mais la règle des tiers, elle fonctionne tout le temps. Elle fonctionne tout le temps, elle. Toujours Après, on peut violer les choses. Mais souvent, on voit des gens qui ont violé les règles en faisant un truc qui est vachement sympa. Et puis, on s'étonne parce que quand ils font un autre truc derrière, c'est nul. Parce qu'en fait, ils maîtrisent rien du tout. Alors, c'est juste un coup de bol. Voilà, bon, un coup de bol. En fait, je pense on peut commencer à violer les règles quand on maîtrise déjà les règles. Ok. Toujours Kat et toujours sur Instagram. Est-ce qu'on peut parler de la manière de filmer de façon pro pour Instagram, soit en story, soit IGTV? Je sais pas si ce sont des choses sur lesquelles tu peux conseiller. Oui, alors c'est des choix. Moi, je fais attention à ça parce que c'est vrai qu'Instagram, on part dans le principe que ça va être beaucoup plus regardé sur un téléphone. C'est un peu ça l'idée. Donc, on peut aller sur alors, il y a plusieurs choix possibles, en fait. C'est ça qui est drôle. C'est qu'on peut partir sur une image, par exemple, qui est sur une image qui n'est plus en 16/9, donc le standard d'aujourd'hui, ni carré, mais qui serait, par exemple, une image 4/3, donc les vieux postes de télévision. Pourquoi ? Parce que comme ça, on pourra récupérer en dessous le 4/3 un bandeau, par exemple, pour mettre du texte. On aura donc au final un truc carré, mais avec du texte en dessous. Ça, je trouve ça vachement sympa. Parce que c'est vrai que sur Instagram, d'avoir des vidéos où on a du texte qui apparaît, ou des bandeaux. Parce que parfois, c'est du texte au niveau de légende, qui tourne au fur et à mesure, c'est sympa, ou c'est tout simplement notre marque, notre nom, notre produit, etc. Et donc, comme ça, on récupère dans un format carré pour le téléphone, eh bien, on a notre 4/3 et on a des bandeaux au-dessus, en dessous, par exemple, pour pouvoir mettre des logos, des choses. Ça peut être sympa. Voilà. Après, non seulement c'est sympa, mais c'est aussi, comme tu l'as dit, c'est surtout consommé sur téléphone et que par défaut, la majorité des gens regardent ça dans le métro ou quoi, et du coup, ils n'ont pas forcément le son. Donc, rajouter du texte et des choses qui défilent en plus de l'image, ça rajoute, ça permet de capter l'œil, quoi. Bien sûr. Et en plus de ça, c'est vrai qu'on oublie cette cible parce qu'on se dit qu'elle est pas nombreuse, mais moi je trouve ça peu valo, c'est qu'en plus on touche aussi une cible de personnes qui sont des malentendants au passage. Même si elle n'est pas, on touche une cible des malentendants parce que c'est une cible qui, bien sûr, ça représente qu'un pourcentage. Oui, mais combien de personnes pensent à eux? Donc, moralité, si vous, dans votre domaine, vous pensez, ben, vous aurez peut-être pas 2% de la cible, vous aurez peut-être 60% de la cible ou 40% de la cible. Donc, je dirais que sur plusieurs niveaux, c'est intéressant. Ok. Alors du coup, j'ai plein de questions qui arrivent là. On va essayer de faire vite. Sophie qui pose une question qui m'a fait un peu rigoler. Faut-il être face au soleil en extérieur, sinon ça fait plisser les yeux comme moi là. Tu vois, ça oui, c'est une bonne question. C'est une excellente question. Ça devient un peu technique, mais c'est pourquoi pas. En fait, moi je trouve que ce qui est vachement sympa justement, en extérieur, mais c'est là où il faut quand même un peu s'équiper, quand même avec un téléphone, cela dit, c'est que vous pouvez être face au soleil, vous allez avoir plusieurs problèmes. Premier problème, vous allez avoir le soleil qui va avoir envie de taper dans la lentille de votre téléphone ou de votre complément. Donc ça veut dire que vous allez devoir mettre un pare-soleil ou ce qu'au cinéma on appelle un flag sur une matbox, c'est-à-dire pour casser un peu le fait que le soleil vient taper dans l'optique. Premier point. Après, vous allez me dire, je suis en contre-jour, mais le contre-jour c'est super beau, mais ça demande de la maîtrise. Vous pouvez par exemple utiliser un réflecteur. Donc, juste, si vous voulez, vous avez donc le soleil qui arrive derrière, on est d'accord, et vous mettez un réflecteur devant vous. Le soleil va taper dans le réflecteur. Alors, si je me mettais comme ça, le soleil va taper dans le réflecteur et va revenir sur votre visage. Donc, vous allez avoir le visage qui va être éclairé grâce au réflecteur, mais comme le soleil derrière sera très, très puissant, ça va faire comme une auréole. Ça va être, vous êtes comme un dieu. Vous allez sortir de l'image comme un dieu. Exactement. Ça peut être très joli, mais on est bien d'accord que ça demande de maîtriser quand même un peu le jeu. Mais ça peut être très beau. Les contre-jours, c'est super beau quand c'est bien maîtrisé. C'est super beau. Donc oui. Après, ça a aussi en plus un autre avantage, les contre-jours, c'est qu'alors que pleine poire le soleil, parfois vous vous retrouvez à être waouh, c'est trop fort. Comme il est dans votre dos, le retour du réflecteur, il est pas fort. Donc ça va. Lui, il est agréable. Mais le soleil, c'est un peu délicat pour ça. Sachez par contre, ça, je vous donne ça, mais c'est important, c'est que si jamais vous voulez filmer en extérieur et avoir de la qualité, vous serez obligé d'acheter ce que l'on appelle un filtre ND. Un filtre qui va descendre la puissance du soleil.
D'accord? Sinon, automatiquement, vous allez perdre les réglages que l'on met, qu'on installe sur une caméra pour avoir quelque chose de fluide, quelque chose d'agréable. Parce que, en fait, pour simplifier, comme vous allez avoir beaucoup de lumière, la vitesse d'exposition va réduire. Et donc, vous allez avoir un gros décalage. Alors, bon, c'est un peu compliqué à vous expliquer comme ça sans vous mettre vraiment en formation, mais on va dire que si on part, par exemple, de 25 images par seconde, donc ça veut dire qu'en une seconde, vous avez 25 images qui fait votre film. OK? Donc, on prend normalement comme base qu'il faut que l'exposition soit la moitié du temps et l'autre moitié, c'est le temps pour que votre main bouge. Donc, ça veut dire qu'on est à 1/50e. Donc, si avec le soleil, vous êtes au 1/500e, vous allez, dans ce temps entre deux images, vous allez un tout petit moment, en fait, je vais me mettre là pour me voir, vous avez un tout petit moment qui va être l'exposition et tout le reste, ça attend la prochaine image. Et ce qui fait que ça vous donne l'impression de saccade. C'est pour ça que quand vous voyez des selfies, vous voyez par exemple les arbres derrière les gens, ils sont à moitié saccadés. Et c'est parce qu'on ne conserve pas les règles qu'on utilise au cinéma ou dans la vidéo quand on fait ça proprement pour que vous soyez fluide, que ce soit beau à regarder. Votre seule solution à l'extérieur, c'est vous mettre un filtre gris, un filtre ND, qui va couper, il va diviser par 2, par 4, par 5, par 6. Or, sur un téléphone, c'est plutôt par 6 qu'il faut. Il va vous diviser l'intensité lumineuse, et ce qui fait que vous allez revenir à des vitesses du cinéma et non pas des vitesses complètement fracassées. Donc voilà, c'est une petite chose à savoir. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup d'infos. Ouais. Quand moi je le fais en formation, je prends un cours de 40 minutes pour expliquer tout ça. Si on dit ça en 3 minutes, fatalement, c'est un peu… Non, mais ça fait un teaser pour ta formation, donc c'est très bien. Ça fait un teaser pour la formation. Allez, je sais pas si quelqu'un veut intervenir en allumant son micro. Pour une dernière question, peut-être. Xavier, là, t'en avais pas mal. Est-ce que tu peux prendre la parole ou pas? Bon, je prends la première question de Xavier, là. Il mettait en selfie. On se met à droite ou à gauche pour que l'on nous voit sur le point de force à droite. Je pense qu'il vaut mieux que tu fasses un test. Ouais, parce que ça dépend des applis. Enfin, normalement, elle récupère tout, elle retourne. Mais c'est vrai que parfois, sur les webcams ou des choses comme ça, en fait, non, c'est même pas ça. C'est que parfois, ça dépend des services. Par exemple, j'avais vu ça sur Skype ou autre chose. Et c'est pour ça que, par exemple, quand vous allez dans Zoom, dans les préférences, vous allez voir qu'il y a un truc qui marque cocher miroir. Parce que quand justement ça déconne, vous pouvez appuyer dessus pour que ça vous le remette dans le bon sens, voilà. Et c'est pareil sur les autres, voilà. Alors les selfies, gaffez-vous des selfies. Franchement, gaffez-vous des selfies. Mais un petit détail, si vous avez utilisé un baston, un stick pour les selfies, un selfie stick, gaffez-vous si vous marchez de marcher en ligne droite. Je dis régulièrement, je vois des gens qui ont ça puis qui se mettent à tourner. Ouais, moi, j'ai carrément ça me le tournis. C'est la tête, quoi. C'est désagréable au possible, quoi. Alors qu'à la limite, si vous le faites, pourquoi pas? Pour certains trucs, c'est sympa, je trouve. Ça donne un peu. C'est sympa en fait pour moi dans le côté. Hey, je suis arrivé à Barcelone, je viens à peine d'arriver. Dans 1 heure, je serai dans la salle. Coucou, vous voyez. Pour mettre les gens en ambiance, on voit la gare derrière qui s'éloigne, on marche, ça peut être sympa. Mais pour beaucoup de trucs, parfois le selfie, je trouve que c'est pas. Ouais. Voilà. Enfin bon. C'est mon personnel. Moi, j'aime les choses très. Mais toujours est-il que si vous le faites, gaffez-vous de ne pas donner d'à-coups trop violents, parce que les gens, ils ont du mal à suivre, et marchez en ligne droite pour pas faire tourner la tête des gens. Okay. Pascal? Oui. Vas-y, Xavier. Bon, ouais. Quand moi, j'utilise beaucoup le selfie parce qu'en fait, je filme chez moi et comme je me vois pas, c'est pour moi le retour pour me voir à l'image et savoir si je suis bien au bon endroit dans la caméra. Qu'est-ce que tu conseillerais pour peut-être améliorer la qualité d'arrêter de faire ça. D'arrêter de faire ça, Xavier. D'arrêter. Je vais te dire pourquoi d'arrêter. Tu as 2 problèmes. Premier problème, qu'est-ce qui se passe? Il y a une partie de ton attention qui passe à te regarder au lieu d'être avec ton audience. Tu retournes le téléphone dans l'autre sens. Tu fais une marque sur le sol pour savoir à quel endroit. Alors, c'est facile pour ça. Hein. Tu prends un balai, n'importe quoi. Tu fais des tests. Une fois que tu sais que quand ta caméra est arrêtée là, tu sais que c'est là que tu dois être. Tu mets un bouquin. Tu n'es pas obligé de mettre un scotch par terre. Tu mets un livre ou quelque chose, d'accord, devant, pas derrière, ok. Et tu déclenches. Tu retournes au bon endroit. Comme tu ne vois pas l'image, tu peux t'occuper de regarder l'objectif. Tu arrêtes de te regarder. Et en réalité, tu es concentré sur ton audience. Alors que sinon, tu te regardes, comme je suis en train de le faire là, je me regarde, et en réalité, je suis pas avec vous. Vous voyez, je vous regarde pas là, alors que normalement, je devrais vous regarder vraiment. Si vous regardez vraiment les uns dans les yeux, vous faites une connexion.
Et c'est une des premières erreurs, c'est de vouloir se regarder en même temps. Et en réalité, on perd le contact et on a une vidéo beaucoup, beaucoup moins puissante. Il faut savoir qu'en vidéo, on n'a que deux manières. Ou alors, vous regardez les gens parce que vous voulez leur parler. Le cerveau humain fait que les personnes vont penser que vous êtes en train de leur parler à eux. Ils ne s'imaginent pas que la vidéo, vous l'avez faite pour X centaines de personnes, vous leur parlez à eux. Deuxième solution, vous êtes en interview, où ça peut être dérangeant, et vous avez le côté d'une interview par rapport à un journaliste, voilà, qui est comme ça, je regarde à côté, et vous êtes un spectateur. C'est-à-dire que les propos ne sont pas faits pour vous, juste vous écoutez ce qui se passe. D'accord? Là, moi, parce que je suis sur ce truc Zoom, j'arrête pas aussi de vous regarder, et je suis pas vraiment avec vous. Mais bon, donc ne faites pas ça. Mais quand vous faites une vidéo, il faut pas avoir. Le fait d'avoir une image pour regarder la composition, tu t'en rends pas compte, mais déjà, ça prend une partie de ton énergie et ta concentration sans que tu t'en rendes compte. Et deux, tu commences à plus regarder ton audience. Donc, ne le fais plus. Voilà ce que je te conseille. Ne le fais plus. Alors, ça veut dire que si tu veux, on est d'accord, tu fixes ton téléphone, ton appareil photo, ce que tu utilises, tu le fixes. Et après, tu vas marquer sur le sol l'endroit où tu dois te positionner. Une fois que tu y es, tu ne t'occupes plus de ça, tu n'y penses plus. Tu t'occupes juste d'une chose, de ton audience et des propos que tu dois tenir, du contenu. Parfait. Merci beaucoup. Je t'en prie. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a… Alors, une dernière question de Maguette, là, et puis on va clôturer l'interview après, c'est est-ce qu'il vaut mieux, lorsque l'on se filme avec le téléphone, est-ce qu'il vaut mieux se filmer en portrait ou en paysage? Je pense que ça va dépendre des usages derrière, mais… Alors moi, j'aurais une tendance à te dire, je vais donner une astuce. Tu te filmes en paysage et tu te mets ton téléphone en 4K. Comme ça, si derrière, tu veux faire un mode portrait, tu le découperas au montage, tout en gardant quand même une qualité. Comme le 4K, c'est une image 4 fois plus grande que la HD, comme ça, tu auras les deux. Parce que, voilà, si tu es sur une chaîne YouTube, tu seras en paysage, tu ne seras pas en portrait. Si tu es sur Instagram, tu préféreras l'autre modèle. Ok. Donc, si vous filmez en 4K, vous pouvez vous filmer un petit peu plus large et vous dire que lors du montage, vous allez pouvoir recomposer comme vous voulez parce que vous avez de la puissance, vous pouvez agrandir dans l'image. Et comme ça vous permettra en plus de vous faire des effets de hop, 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 faire des changements, ce qu'on appelle des raccords dans l'axe, de manière à pouvoir cacher les endroits où vous avez blablabla fouillé, clac, clac, coupé au montage. Parce que si vous coupez et que vous faites pas de changement, on en voit souvent maintenant. Maintenant, les règles professionnelles, elles sont un peu… Bref, ça fait ce qu'on appelle des fausses coupes. C'est-à-dire que je suis là, plutôt qu'après je suis là, tac, après je suis là. Ça fait des fausses coupes. Donc, pour cacher ça, qu'est-ce qu'on fait? On change des agrandissements, ce qu'on appelle des raccords dans l'axe. Voilà. Et ce qui fait que le cerveau n'arrive pas du tout à voir que vous avez coupé. Et ce qui fait que pour vous, on se dit, waouh, il est balèze. Mais maintenant, je vais vous donner une petite astuce, l'astuce Monsieur Plus. Je me suis rendu compte, moi, au début, en tant que professionnel, j'avais du mal. C'est-à-dire que je coupais les erreurs, les bafouilles, les machins. Et maintenant, aujourd'hui, j'en fais et j'en laisse. Je dirais même presque que j'espère en faire. J'en fais, heureusement, je vous rassure, je fais encore plein d'erreurs. Mais j'en laisse. Je me suis rendu compte que quand vous faites des erreurs et que vous les assumez, ça vous rend plus humain. Ça vous rend meilleur en communication. Si jamais vous avez l'air d'être nickel, mais vraiment nickel, le truc super travaillé avec le prompteur et tout, les gens, ils sont là en train de me dire, bah, il est en train de nous vendre son truc. C'est de la pub, quoi. Vous êtes plus humain. Quand vous acceptez d'être imparfait, vous acceptez pour les gens qu'ils soient imparfaits. Vous leur donnez la permission, eux aussi, d'être imparfaits. Et donc, ils vont se dire, bon, ben voilà, il est meilleur que moi en vidéo, mais je peux y arriver. Si vous faites un truc où c'est vraiment nickel, chrome de machin, il n'y a pas d'erreur, les gens se disent, ouais, mais lui, c'est autre chose, quoi. Donc, gardez ces petites erreurs, c'est pas important. Au contraire, vous êtes encore plus sympathique si vous faites des erreurs. Donc, surtout, ne flippez pas parce que vous allez faire des erreurs. Au montage, vous couperez les plus grosses, admettons, celles que c'est vraiment. Vous faites une erreur, vous n'arrêtez pas la caméra. Vous n'arrêtez pas pour vous dire, je recommence. C'est une énorme erreur parce que psychologiquement, vous avez l'impression d'un échec. Stupide. Vous commencez, blablabla, vous déconnez, voilà, ça m'arrive moi aussi. Hein. Vous arrêtez, vous dites, ok, waouh. Vous reprenez votre souffle et vous redémarrez. Et au montage, vous coupez. Comme ça, vous n'avez pas fait d'erreur. Vous avez simplement eu plusieurs prises à l'intérieur. Ça n'a aucune importance. Psychologiquement, vous n'êtes pas planté, vous avez fait votre film. Alors que si vous commencez, je l'ai vu combien de fois dans des interviews de gens qui flippaient. Ah, on recommence, vous recommencez et plus vous le faites, plus la personne est angoissée. Et plus elle est angoissée, moins il y arrive. Et vous dites, oh là là, je suis mal barré, je ne vais pas m'en sortir. Alors, arrêtez de flipper.
Si vous faites une erreur, ce n'est pas grave. Et au contraire. Voilà, au contraire, ça augmente le côté, voilà, vous êtes nature, vous êtes vrai. Quand vous connaissez votre domaine, c'est ça qui est fort, c'est ça qui est beau. Quand vous commencez à oublier ça, cette pression que vous vous mettez, cette espèce de perfectionniste. On pourrait dire, voilà, oui, c'est le côté perfectionniste, mais cette côté surtout, c'est une déformation de la réalité. De croire que vous devez être George Clooney. On vous le demande pas, on vous demande d'être vous. Moi, je suis pas capable d'être George Clooney. Je suis pas bon, je suis pas assez bon. Mais ça tombe bien, personne me demande d'être George Clooney. Quand je parle, on attend de savoir ce que j'ai moi à dire. Donc, tout le monde peut s'exprimer, avoir ses propres mots, il n'y a pas de souci. Donc, surtout, arrêtez de vouloir ce côté perfectionniste, parce que quand vous faites des erreurs et que vous souriez derrière, les gens se disent, waouh, il est sympa ce mec, puis il assume, quoi. Et si vous connaissez votre domaine, vous allez être bon. Et là, il y a un truc encore qui va se passer, c'est que les gens vont se dire, il n'est pas en train de lire un prompteur, parce que la prof, il fait des erreurs. Et donc, il connaît vachement son domaine, parce que le gars, il n'a pas appris ça par cœur, il est nature, il est capable de donner tout ce contenu. Ça veut dire qu'il maîtrise. Donc, vous voyez, c'est plus, en fait. Donc, pas de problème si vous faites une erreur. J'adore cette dernière réflexion pour terminer cette interview. Je te remercie énormément, Pascal, pour tout le contenu que tu nous as partagé. On fera en sorte d'avoir un résumé pour avoir toutes les références que tu nous as partagées. Juste pour terminer, rappelle-nous si les gens veulent en savoir plus sur toi, le nom de ton blog, où est-ce qu'on peut te voir, est-ce que tu as une chaîne YouTube, etc. Je vais déjà vous donner une chose qui, même si c'était pas celui d'aujourd'hui, je peux vous donner aussi un... alors on sait que c'est... Hop, voilà. Il faut que je réduise cette taille. Si je commence et que j'y arrive pas, on est mal parti. Voilà. Je vais vous donner à la limite, je vais vous donner c'est l'entrée du produit Nomade. Comme ça, vous aurez des infos dessus. Yes. Si vous voulez. Et je vais vous donner aussi autre chose, parce que je vous en avais parlé. L'entrée du lien ambassadeur, si vous voulez voir les produits de chez Moment. De Moment, ok. Voilà. Donc, toutes les personnes qui écoutent ça a posteriori, je vous redonnerai. Ouais, je peux donner. Alors, je peux peut-être les donner ici ou tu les donneras après, les liens vers les vidéos dont j'ai parlé. Oui, il y aura un article de blog dédié à cet épisode et les gens auront tous ces liens-là à un seul et même endroit comme ça. Voilà. Parce que là, en plus sur le chat de Zoom, là j'ai pris au fur et à mesure, mais sur le chat après, je récupère pas forcément le contenu de ce qui est écrit. Alors, je crois que j'avais fait une liste pour une conférence, une liste du petit matériel, genre les pieds intéressants, les micros intéressants, etc. Si tu veux, je te redonne cette liste. Volontiers. Ça, tu auras déjà le matos. Parce que c'est vrai que pour mes stagiaires, moi, c'est une chose que je fais pour mes formations. Je le fais dans les formations pro, je le fais pour celle-là aussi. C'est que je teste énormément de matos. C'est-à-dire qu'en fait, c'est super facile de dire aux gens, achetez le micro à 600 €. Ça marche, hein. C'est facile. Mais dès qu'on commence à dire on va acheter un micro à 40 €, c'est vrai que la plupart des micros, on les met à la benne, quoi. Il faut trouver les bons, quoi. Et donc je teste énormément. Donc tant qu'à faire, profitez-en pour acheter les bons produits, quoi. Donc on aura le lien de ta formation. Tu as rappelé tout à l'heure ton blog, c'est le blog de l'image tout attaché sans accent.com, le blog de l'image. Et chaîne YouTube avec le même nom? Le blog de l'image ou Pascal Despo, je sais plus à quel, elle doit apparaître aux deux à mon avis, mais je mettrai le lien également dans l'article. Et en tout cas, encore merci pour toutes ces informations, c'était très intéressant et je pense que tout le monde aura eu au moins une ou deux pépites au niveau de cette interview. Professionnalisez vos vidéos. Il y a de plus en plus de concurrence et l'un des meilleurs moyens de vous détacher, c'est de faire de belles vidéos parce qu'il y a de plus en plus de concurrence. Et encore une fois, n'ayez pas peur de professionnaliser. Ça ne veut pas dire acheter plein de trucs, ça ne veut pas dire à faire des choses compliquées. Faites des choses simples. Faites des choses simples qui sont maîtrisées plutôt que de vouloir vous lancer dans des usines à gaz qui finissent par un truc à moitié raté, quoi. Voilà. Faites des choses simples. Super. Merci pour ce dernier mot, Pascal, et je te souhaite une excellente journée. Salut. Merci, à vous aussi. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette interview, j'espère que vous avez dans l'ensemble apprécié l'ensemble des épisodes que je vous ai préparés tout au long de cette première saison de Web Créateur.
il y a eu des épisodes donc comme celui-ci où j'ai fait des interviews de personnes comme vous le savez. Il y a eu pas mal d'épisodes aussi où j'étais en solo pour vous apporter des notions qui me semblaient pertinentes. Il y a eu quelques épisodes que j'ai eu l'occasion de créer dans le cadre d'événements, dans le cadre de différents séminaires. En tout cas, j'ai une certaine fierté au regard de tout ce que j'ai pu accomplir sur Web Creator pour un nouveau truc que j'ai lancé en septembre dernier. Je trouve que le chemin est beau. Je trouve que les rencontres ont été sympathiques. J'ai vraiment appris beaucoup de choses moi-même et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à interviewer tous ces différents invités issus de différents horizons, pratiquant le web entrepreneuriat à leur manière, de façon différente. Et je pense que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, nous avons des choses intéressantes à tirer de toutes ces histoires, de tous ces parcours, de toutes ces expériences. Et je suis vraiment fier aujourd'hui de pouvoir compter Web Creator parmi les émissions qui sont impactantes dans l'horizon des émissions disponibles, dans l'horizon des médias disponibles pour le web entrepreneuriat. Cet épisode clôture donc cette première saison. Je vais prendre quelques semaines de repos pour moi-même recharger mes batteries. Et puis, on va se retrouver en septembre ou fin août. Je sais pas trop encore la date précise de reprise, mais on va se retrouver donc fin août ou début septembre pour la saison 2 de Web Creator qui vous réserve de nombreuses surprises. Et je vous souhaite à tous d'excellentes vacances. Je vous souhaite à tous un bel été et profitez-en pour décompresser, profitez-en pour passer du temps avec vos amis et votre famille. Et je vous dis à bientôt. Salut les Web Creators. Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez toutes les informations complémentaires sur webcreator.com.